En 2014, une équipe de recherche marseillaise publie un article sur une cape d'invisibilité électromagnétique. En pratique, il s'agit d'un prototype qui permet de cacher un objet de manière à ce que le flux électromagnétique ne soit pas perturbé par sa présence. Dans le cas de la lumière, qui est une onde électromagnétique, on verrait la même chose qu'il y ait l'objet ou non. On verrait donc à travers. L'un des auteurs raconte qu'en visitant un amphithéâtre romain, il a été frappé par la ressemblance architecturale et structurelle entre l'amphithéâtre romain et leur prototype développé dans leur article. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les Romains savaient déjà protéger leurs bâtiments du passage d'une onde? Et plus particulièrement, est-ce que c'est la raison pour laquelle certains amphithéâtres ont si bien résisté au passage des tremblements de terre dans une région ayant une si forte activité sismique? Eh ben non! Et on va voir pourquoi. Alors, pour ne pas tomber dans l'affabulation, et en s'imposant une rigueur supérieure à celle de l'ami du bon goût, il convient de faire attention à plusieurs choses. Comment un édifice aussi monstrueux que le Colisée peut encore tenir debout dans une région sismiquement active? Technologie extraterrestre. Mais surtout, attention aux biais de confirmation. Après tout, est-ce que ça ne pourrait pas être juste un heureux hasard? Je veux dire que les amphithéâtres qui se tiennent encore debout aujourd'hui auraient très bien pu avoir les bonnes caractéristiques pour résister au passage d'une onde sismique, sans que cela ait forcément été pensé à l'avance. Il n'y a sûrement pas de réponse à ces questions, mais on va quand même essayer de comprendre le fonctionnement d'une cape d'invisibilité. Que ce soit dans le cas du prototype présenté dans l'article, comme dans le cas des amphithéâtres romains. Et on va voir que ces deux phénomènes sont analogues l'un de l'autre. Mais ça ne tombe pas du ciel, rassurez-vous. Plus personne aujourd'hui n'est assez fou pour penser que la science est une religion. Si on fait le rapprochement, pas vrai. Si on fait le rapprochement, c'est parce qu'il s'agit d'étudier des ondes dans les deux cas, et que donc le problème se traite avec les mêmes mathématiques, mais à différentes échelles. D'un côté, à toute petite échelle pour les ondes électromagnétiques, et de l'autre, à grande échelle pour les tremblements de terre. Oui, parce qu'un tremblement de terre, c'est une vibration du sol. C'est donc une onde mécanique qui se propage dans la Terre. Pour le moment, on va se concentrer sur les ondes mécaniques. Allez donc voir la vidéo de la boîte à char pour plus d'infos. Et sur la protection sismique des bâtiments. Une onde mécanique est générée au moment d'un glissement ou d'une rupture interne loin de la surface de la Terre. Elle se propage en partant de ce point et en arrivant à la surface de la Terre, elle peut rester piégée et se propager uniquement le long de la surface. Puisqu'elles se propagent en surface, elles peuvent interagir avec ce qu'il s'y trouve, voire détruire les infrastructures, par exemple. Mais en contrepartie, elles sont perturbées par ce qui se trouve sur leur passage. Les infrastructures elles-mêmes, par exemple, ou le relief, ou la végétation. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est placer des objets sur le passage d'un séisme pour tenter de l'atténuer ou le dévier. Pour ça, on peut soit placer plein d'objets devant un bâtiment et, en cas de séisme, vérifier si ça a servi à quelque chose, ou alors piocher dans les connaissances existantes. Et il se trouve qu'en acoustique, il y a un sujet très hype depuis les années 10. Les métamatériaux. Les métamatériaux forment un sujet très in dans la recherche actuelle, parce que relativement nouveau et applicable dans un très grand nombre de domaines dans la mécanique ondulatoire. Une façon pompeuse de parler d'onde en fait. Pour faire court, un métamatériau, c'est un matériau conçu à partir de petites cellules que l'on répète plein de fois. On dit qu'on les périodise. Cette périodisation de petits éléments permet au matériau complet de remplir de nouvelles fonctions. L'avantage, c'est qu'on peut adapter le design des petites cellules de manière à donner des propriétés générales aux matériaux que l'on ne peut pas trouver facilement dans la nature. Et ces nouvelles propriétés peuvent être aussi fantaisistes que l'on souhaite. On peut manipuler la célérité des ondes, la direction du rebond des ondes sur le matériau ou la portion d'énergie de l'onde que l'on laissera passer au travers du matériau, etc. Un exemple. Une forêt d'arbres replantés va interagir avec un séisme comme un réseau d'arbres
qui vont chacun à leur tour vibrer et retransmettre la vibration au sol. Non seulement l'onde est transmise au travers des premiers arbres, mais les arbres eux-mêmes vont retransmettre une partie de la vibration, mais un peu retardée. L'onde est donc éclatée par le réseau périodique. De plus, chacune de ces petites ondes va venir interagir avec ses voisines. Quand deux ondes interagissent ensemble, on appelle ça des interférences. Et c'est un concept qui sortira sûrement de la boîte à chat, si vous êtes sage. Et pour peu que la distance entre nos arbres tombe bien comme il faut, les ondes peuvent même s'annuler les unes les autres. Vous comprenez que même en l'absence d'application directe, le sujet est suffisamment intéressant pour motiver des armées de chercheurs. Bon alors évidemment, puisque c'est nouveau, certains chercheurs s'y intéressent et font la course au putaclic. En recherche, on pourrait même appeler ça du putacite, puisque le but est de se faire citer, se faire retweeter par les autres chercheurs. Tout ça sur la base de matériaux déjà connus, mais qu'on change un petit peu pour déposer un brevet ou publier un article par exemple. Mais on ne peut pas trop blâmer les gens pour la non-prise de risque. D'ailleurs, allez voir l'épisode 4 de la chaîne Foulologie. Innover ou imiter, faut-il faire comme tout le monde? Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devriez apprendre des trucs. En tout cas, on s'approche du but. Parce qu'entre une forêt replantée et l'architecture d'un amphithéâtre romain, on peut voir apparaître des similitudes. Genre les colonnes plantées là. Maintenant que vous savez ce qu'est un métamatériau, l'idée est de faire le rapprochement entre le réseau utilisé pour piéger des ondes électromagnétiques et un réseau formé par des structures périodiques sur un terrain à échelle humaine. Ils réalisent des expériences en trouant le sol périodiquement, puis font vibrer le sol en créant un impact pour recréer les conditions du passage d'un tremblement de terre. Et finalement, en positionnant des capteurs un peu partout à la surface, on peut mesurer la vibration qui se transmet le long du réseau. Et ce qu'il montre, c'est qu'effectivement le réseau agit comme une cape d'invisibilité pour le passage de l'onde, puisque l'onde se propage le long de la structure sans la voir. On ne peut pas dire que c'est la raison principale qui fait que les amphithéâtres romains qui suivent cette architecture tiennent encore debout aujourd'hui. Par contre, on peut affirmer qu'un réseau tel que celui d'un amphithéâtre de ce type est en mesure de ne pas être impacté par le passage d'un séisme. Bon, je vous ai amené ici sur la base d'un titre un peu putaclic. Désolé. Mais ce n'est pas pour rien. On peut remarquer que dans le cas de ces recherches, et comme bien souvent en recherche d'ailleurs, on ne cherche pas initialement à stopper le séisme. On cherche simplement à comprendre un phénomène et à jouer avec. Il se trouve qu'une fois qu'on a compris ce qu'il se passe, c'est plus facile de trouver la solution à un problème. Ça devient alors de l'innovation ou de la technologie. Par là, je veux dire industrialisation. Donc reproduction à grande échelle de la solution, par exemple. D'ailleurs, pour éviter les problèmes avec les tremblements de terre, on réalise des architectures innovantes, sur la base de ce que les chercheurs ont mis en lumière quelques années auparavant. Par exemple, voici un type d'architecture proposé en Italie pour contrer les séismes. Ça vous rappelle un truc peut-être? Genre une forêt replantée, ou les fondations d'un amphithéâtre romain. C'est toujours pareil, on ne fait pas de science pour chercher à contrer les séismes, ni plus généralement pour trouver un remède au cancer du sida, mais simplement pour comprendre de nouvelles choses. Comprendre comment un réseau périodique diffuse une onde mécanique, comprendre la dégénérescence des cellules cancéreuses ou du fonctionnement du VIH. Évidemment, j'ai très envie qu'on trouve une solution pour éradiquer le cancer ou le sida, comme tout le monde je crois, mais ce n'est simplement pas le cœur de notre métier en tant que chercheur. Parce que résoudre un problème avec une solution qu'on a déjà, c'est quand même beaucoup plus simple. Ne pensez surtout pas que le métier du chercheur, c'est d'inventer les solutions du futur, car dans sa plus grande partie, c'est faux. La recherche est une tentative pour comprendre. La technologie, c'est ce qu'on vous vend. La recherche, c'est ce qu'on vous apprend. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous laisse mettre un pouce bleu, comme ça, ou un pouce rouge, comme ça, si vous n'avez pas aimé. Et puis, eh ben, mettre un commentaire si vous avez aimé, ou mettre un commentaire si vous n'avez pas aimé, et de partager ça sur vos réseaux sociaux, de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Oui, c'est fabuleux! Et on se dit à la prochaine fois. Voilà, bisous!